On nous a menti sur l'empathie. Depuis que nous sommes tout petits, on nous répète que c'est la plus belle des qualités humaines. On nous dit, mets-toi à la place de l'autre, sois sensible à la douleur de ton prochain. La société valorise l'empathique, celui qui écoute, celui qui comprend, celui qui a le cœur sur la main. On en a fait le socle de notre morale, le ciment de nos relations. Mais si je vous disais que pour certains d'entre vous, cette qualité est en train de devenir une arme braquée contre votre propre tempe? Si je vous disais que cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent n'est pas un don, mais une brèche dans votre système immunitaire psychique? Il y a une ligne très mince, presque invisible, entre la compassion et l'autodestruction. Et quand on franchit cette ligne sans s'en rendre compte, l'empathie cesse d'être une vertu pour devenir un poison lent, une toxine qui s'infiltre dans vos neurones et qui vous grignote de l'intérieur, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. C'est une idée contre-intuitive, je le sais. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. Pourtant, c'est une réalité biologique documentée. Trop d'empathie peut tuer l'empathie, et pire encore, elle peut vous tuer vous, à petit feu. Vous connaissez sans doute cette sensation, n'est-ce pas? Cette lourdeur inexplicable qui vous tombe dessus le soir, alors que votre journée n'a pas été particulièrement difficile physiquement. Vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, et vous vous sentez vidé, comme une coquille vide. Vous avez passé la journée à écouter les plaintes d'un collègue, à rassurer une amie en détresse, ou simplement à absorber l'anxiété ambiante dans le métro ou au bureau. Vous avez l'impression d'être une éponge gorgée d'une eau sale qui ne vous appartient pas. C'est viscéral. Vous portez le chagrin des autres comme on porterait un manteau d'hiver trempé en plein mois de juillet. C'est lourd, ça colle à la peau, ça vous glace les os, et vous n'arrivez pas à l'enlever. Le pire, c'est que le monde vous applaudit pour ça. On vous dit, tu es tellement fort, heureusement que tu es là. On vous prend pour le pilier, le roc. Mais à l'intérieur, le roc s'effrite. Vous avez l'impression de disparaître, de devenir transparent, comme si vos propres besoins, vos propres désirs, n'avaient plus droit de citer. C'est une souffrance sourde, solitaire. Vous vous sentez coupable de vouloir fermer la porte, coupable de vouloir dire non, parce qu'on vous a conditionné à croire que poser une limite, c'est être égoïste. Alors vous continuez. Vous continuez à donner, à absorber, à réparer les autres, pendant que vous vous éteignez doucement. C'est le mensonge de notre époque. On glorifie la disponibilité émotionnelle totale, sans jamais nous mettre en garde contre le coût métabolique de cette transfusion permanente. Pour comprendre pourquoi ce mécanisme se dérègle, il faut écouter la voix la plus autorisée sur le sujet. Il faut se tourner vers un homme qui a passé sa vie à explorer les confins de la souffrance et de la résilience humaine, Boris Cyrulnik. Avant d'être ce célèbre neuropsychiatre que l'on voit à la télévision, avec sa voix douce et ses yeux pétillants d'intelligence, Cyrulnik a été un enfant traqué. Il faut se rappeler d'où il vient. Né de parents juifs immigrés, il se retrouve seul au monde à 6 ans, en 1944. Ses parents sont déportés et assassinés à Auschwitz. Lui, il échappe de justesse à une rafle de la Gestapo à Bordeaux en se cachant sous le corps d'une dame mourante, puis en s'enfuyant dans la nuit. Il a grandi orphelin, caché, obligé de deviner les intentions des adultes pour survivre. Pour le petit Boris, l'empathie n'était pas une question de gentillesse, c'était une question de vie ou de mort. Il devait scanner le visage de l'autre, décoder le moindre froncement de sourcils, la moindre inflexion de voix, pour savoir si cet adulte allait le protéger ou le livrer aux nazis. Il est devenu éthologue, puis psychiatre, non pas par hasard, mais par nécessité. Il a disséqué l'âme humaine pour comprendre comment on survit à l'horreur. Et ce qu'il a découvert, c'est que l'empathie est un outil biologique à double tranchant. C'est un mécanisme de survie magnifique qui permet à l'espèce humaine de coopérer, mais qui, lorsqu'il s'emballe, devient pathologique. Alors, plongeons dans la salle des machines. Que se passe-t-il réellement dans votre cerveau quand vous êtes trop empathique? Pour le comprendre, il faut parler d'une découverte majeure des années 90, les neurones miroirs. Imaginez que je me coince le doigt dans une porte, là, devant vous. Vous allez grimacer. Vous allez peut-être même retirer vivement votre propre main. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, les mêmes zones que les miennes s'activent.
Pas de manière métaphorique, mais de manière littérale, électrique. Vos neurones reflètent mon action et ma douleur. C'est la base de l'empathie. C'est une simulation interne de l'état de l'autre. C'est ce qui nous permet de nous connecter, de ne pas être des psychopathes indifférents. Mais il y a un piège. La science distingue aujourd'hui deux circuits très différents. Et c'est là que la confusion s'installe. Il y a l'empathie cognitive, je comprends que tu souffres. C'est intellectuel, c'est froid, ça se passe dans le cortex préfrontal. Et il y a l'empathie affective, je ressens ta souffrance. Ça se passe dans le système limbique, le cerveau émotionnel, archaïque. Le problème de ceux qui souffrent de trop d'empathie, c'est que la vanne entre les deux est brisée. Ils ne font pas que comprendre, ils sont contaminés. C'est ce que Cyrulnik appelle la contagion émotionnelle. Quand vous êtes face à une personne dépressive, angoissée ou traumatisée, si vous n'avez pas de filtre, votre cerveau synchronise ses ondes sur celles de l'autre. Vous ne simulez plus la douleur, vous la vivez. Votre corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress, exactement comme si le drame vous arrivait à vous. Vous êtes inondé par une chimie qui n'est pas la vôtre. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que le cerveau n'est pas conçu pour vivre en état d'alerte permanent pour des dangers qui ne le concernent pas directement. Si ce mécanisme de contagion n'est pas stoppé, il se produit un phénomène biologique redoutable, une sorte de court-circuit qui va commencer à détruire des zones clés de votre psychisme, une synapse à la fois. C'est un processus silencieux, invisible, mais dont les dégâts sont bien réels, et tout se joue dans une petite structure en forme d'amande au cœur de votre cerveau. C'est l'amygdale. En temps normal, cette petite alarme interne s'allume pour signaler un danger immédiat. Un ours, une voiture qui fonce sur vous. Mais chez l'hyperempathique, l'amygdale ne fait plus la différence entre votre danger et le danger de l'autre. Elle reste bloquée en position ON. Et c'est là que le premier grand mythe s'effondre. On nous a fait croire que l'empathie était une ressource inépuisable, comme un puissant fond où l'on pourrait puiser de l'amour éternellement. C'est faux. L'empathie n'est pas un puits, c'est une batterie. Et comme toute batterie, elle a une capacité limitée. Quand vous forcez votre cerveau à vibrer constamment au diapason de la souffrance d'autrui, vous provoquez une usure mécanique. C'est ce que la science appelle le coût de l'empathie. Votre corps est inondé de cortisol en permanence. Or, le cortisol à haute dose est neurotoxique. Il attaque littéralement les cellules de votre hippocampe, la zone de la mémoire et de l'apprentissage, et il renforce l'amygdale. C'est un cercle vicieux biologique. Plus vous êtes stressé par les émotions des autres, plus votre cerveau devient sensible au stress, et moins il est capable de prendre du recul. Vous devenez à vif. C'est comme si vous aviez un coup de soleil sur l'âme, et que chaque interaction, même bienveillante, devenait une gifle. C'est ici qu'il faut comprendre un concept brutal mais nécessaire, le tabagisme passif émotionnel. Vous savez que respirer la fumée des autres abîme vos poumons. Eh bien, absorber sans filtre la détresse des autres abîme vos neurones. Votre cerveau commence à créer du tissu cicatriciel. Pour se protéger de cette surchauffe, il n'a qu'une seule solution, disjoncter. C'est ce qu'on appelle la fatigue de compassion ou le burn-out empathique. Et c'est un mécanisme de défense terrifiant. Du jour au lendemain, vous, la personne la plus gentille du monde, vous ne ressentez plus rien. Le vide. L'indifférence glacée. Vous voyez quelqu'un pleurer et ça vous énerve. Vous devenez cynique, dur. Ce n'est pas que vous êtes devenu méchant. C'est que votre système de compassion a grillé, comme un fusible qui a reçu trop de voltage. Et une fois que ce fusible a sauté, le chemin pour le rallumer est long et pénible. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons toucher le fond du problème, là où ça fait mal. Préparez-vous, car ce que je vais dire est la vérité cruelle que je vous ai promise. Et elle risque de vous ébranler. Il faut se poser la question qui fâche. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous ce besoin viscéral de porter le monde sur vos épaules ? Pourquoi vous sentez-vous obligé de dire oui quand tout votre corps hurle non ? La vérité, c'est que cette hyper-empathie n'est souvent pas de l'altruisme pur. C'est une stratégie de survie. C'est ce que Boris Cyrulnik identifie comme une réponse traumatique, souvent ancrée dans l'enfance. Si vous avez grandi dans un environnement instable,
avec des parents dépressifs, colériques ou imprévisibles, vous avez dû développer une antenne parabolique surdimensionnée. Pour être en sécurité, il fallait que vous sentiez l'humeur de papa ou maman avant même qu'il n'entre dans la pièce. Vous avez appris à vous oublier pour stabiliser l'autre. Vous avez appris que pour être aimé, ou du moins pour ne pas être rejeté, il fallait être l'enfant sage, l'enfant sauveur, celui qui ne fait pas de vagues et qui absorbe tout. Vous avez appris à vous excuser d'exister. Aujourd'hui, vous êtes adulte, mais ce schéma est resté gravé dans votre système limbique. Votre empathie débordante est en réalité une forme de contrôle. Vous essayez de gérer les émotions des autres pour vous sentir vous-même en sécurité. Vous vous dites, si je les aide, ils m'aimeront, ou si je règle leurs problèmes, ils ne se mettront pas en colère. C'est de la soumission apaisante. Vous vous aplatissez pour ne pas être écrasé. C'est dur à entendre, je sais. Réalisez que notre plus belle qualité est peut-être née de notre plus grande peur. Réalisez que nous utilisons la gentillesse comme un bouclier pour éviter le conflit ou l'abandon. Et c'est là que le piège se referme définitivement. En étant tout pour les autres, vous devenez rien pour vous-même. C'est une érosion lente de l'identité. À force de fusionner avec les désirs et les douleurs d'autrui, vous ne savez plus qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Si on enlève les besoins des autres, que reste-t-il de vous? Souvent, la réponse est un silence effrayant. Vous êtes devenu l'acteur secondaire de votre propre vie. Vous êtes le figurant qui tient le sac du héros, qui essuie ses larmes, qui applaudit ses victoires, mais qui reste dans l'ombre. Cette dynamique est destructrice car elle attire, comme des aimants, les profils narcissiques ou vampiriques. Les prédateurs émotionnels repèrent les hyper-empathiques à des kilomètres. Ils voient en vous un garde-manger illimité. Ils savent que vous ne poserez pas de limites, que vous trouverez toujours une excuse à leur mauvais comportement, que vous direz « c'est de ma faute, je n'ai pas été assez patient ». Et vous vous laissez vider, consentant, persuadé que votre amour finira par les guérir. Mais l'amour ne guérit pas tout. Et surtout, l'amour de l'autre ne doit jamais se payer par la haine de soi. Vous êtes en train de vous sacrifier sur l'autel d'une fausse vertu. Et si vous ne réagissez pas maintenant, le prix à payer sera votre propre santé mentale, voire physique. La dépression, les maladies auto-immunes, les douleurs chroniques sont souvent le cri ultime d'un corps qui dit « Je n'en peux plus de porter ce qui ne m'appartient pas ». Vous êtes au bord du précipice, et il n'y a personne pour vous rattraper, car vous avez habitué tout le monde à croire que vous étiez invulnérable. Il est temps de changer la donne. Il est temps de comprendre que se protéger n'est pas une option, c'est une urgence vitale. C'est précisément à ce moment de vertige qu'il faut saisir la barre du navire. Si vous avez reconnu ce portrait, si vous sentez cette usure dans votre chair, sachez que ce n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Votre cerveau vous hurle qu'il est temps de changer de stratégie. La bonne nouvelle, c'est que l'empathie s'éduque. On peut passer d'une empathie subie, qui nous noie, à une empathie choisie, qui nous élève. Boris Cyrulnik nous l'enseigne. La résilience, ce n'est pas s'endurcir au point de ne plus rien sentir, c'est apprendre à filtrer. C'est installer un tamis entre le monde et soi. Alors, comment fait-on concrètement pour arrêter l'hémorragie émotionnelle sans devenir un monstre de froideur? Voici 3 leviers psychologiques puissants pour reprendre le pouvoir sur votre sensibilité. Le premier levier est une technique de visualisation que j'appelle la vitre de verre. C'est l'application directe de la mentalisation dont nous parlions plus tôt. La prochaine fois que vous êtes face à quelqu'un qui déverse sa détresse ou sa colère sur vous, visualisez physiquement une vitre blindée entre vous et lui. Vous le voyez, vous l'entendez parfaitement, vous comprenez sa douleur. Mais la vitre empêche ces postillons émotionnels de vous atteindre. Dites-vous intérieurement, cette émotion lui appartient. Elle est de l'autre côté de la vitre. Ce simple exercice mental force votre cerveau à basculer du système limbique, l'émotion brute, au cortex préfrontal, l'analyse. Vous passez de la contagion à la compassion cognitive. Vous êtes là pour lui, mais vous ne devenez pas lui. Vous restez au sec sur la rive pour pouvoir lui lancer une bouée, au lieu de sauter à l'eau et de vous noyer avec lui. Le deuxième levier est l'audit de réciprocité. C'est une étape douloureuse mais nécessaire. Il faut nettoyer votre entourage. Cyrulnik rappelle que nous sommes sculptés par nos milieux.
Si votre milieu est composé de vampires qui prennent sans jamais donner, vous ne pourrez jamais guérir. Faites l'inventaire de vos relations. Qui vous donne de l'énergie? Qui vous en prend? L'empathie doit être une route à deux sens. Si vous donnez 100% et que vous recevez 0%, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation. Il va falloir apprendre à décevoir. C'est terrifiant pour un hyper-empathique, car décevoir, c'est risquer d'être rejeté. Mais c'est le prix de votre liberté. Commencez petit. Dites non à une demande mineure. Non, je ne peux pas t'écouter ce soir, je suis fatigué. Observez la réaction. Une personne saine comprendra et respectera votre limite. Un prédateur vous culpabilisera. C'est le test ultime. Ceux qui s'énervent quand vous posez une limite sont précisément ceux dont vous devez vous éloigner. Enfin, le troisième levier est ce que j'appelle le sanctuaire. Vous devez impérativement vous créer des espaces, des moments où l'empathie est en mode off. Des moments où vous n'êtes responsable de personne. Ça peut être une marche en forêt, une heure de lecture, ou simplement regarder le plafond. C'est un temps de décompression neurologique vitale. C'est le moment où vous laissez votre taux de cortisol redescendre, où vous permettez à votre hippocampe de se régénérer. Considérez ce temps non pas comme du luxe, mais comme une ordonnance médicale. Si vous ne rechargez pas votre batterie, elle va couler, et l'acide brûlera tout autour. Vous ne pourrez plus aider personne. Il faut comprendre une chose fondamentale. Se protéger, c'est aussi protéger l'autre. Une empathie dévorante n'aide personne. Quand vous êtes trop impliqué, vous perdez votre lucidité. Vous devenez anxieux, intrusif, étouffant. La juste distance dont parle Cyrulnik est le seul endroit d'où l'on peut aimer sainement. C'est comme la consigne de sécurité dans les avions, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pragmatisme. Si vous vous évanouissez par manque d'oxygène, vous ne servez plus à rien. Votre premier devoir, votre responsabilité éthique première, c'est de vous maintenir en vie, entier et fonctionnel. Ne rien regretter, c'est aussi ne pas regretter de s'être oublié. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'occuper de la place. Votre sensibilité est un cadeau magnifique, une intelligence rare du monde. Mais c'est un cadeau qui doit être livré avec un mode d'emploi. Ne laissez plus personne, ni votre passé ni les autres, déchirer ce mode d'emploi. Vous êtes le gardien de votre propre temple. Si vous laissez la porte ouverte à tous les vents, le temple deviendra une ruine. Mais si vous gardez la porte, si vous choisissez qui entre et qui sort, alors le temple devient un refuge. Pour vous, et pour ceux qui le méritent vraiment. Boris Cyrulnik a cette phrase qui résume tout, « Un malheur n'est jamais merveilleux. C'est de la boue froide. Mais de cette boue, on peut faire une tuile pour bâtir un toit. » Votre hyper-empathie est née dans la boue de votre insécurité passée. C'est vrai. Mais aujourd'hui, vous pouvez cuire cette boue au feu de votre conscience pour en faire les briques d'une maison solide, chaleureuse, où il fait bon vivre. Une maison dont vous possédez enfin la clé. Si ce message vous a touché, s'il a fait écho à cette fatigue que vous portez depuis trop longtemps, ne restez pas seul avec cette prise de conscience. L'isolement est le pire ennemi de la résilience. Partagez cette vidéo, non pas pour vous plaindre, mais pour dire « j'ai compris ». Et si vous voulez apprendre concrètement comment poser ses limites sans culpabiliser, je vous invite à regarder cette prochaine vidéo qui s'affiche, où l'on décortique l'art de dire non avec bienveillance. Prenez soin de vous, car le monde a besoin de votre lumière, mais d'une lumière qui dure. À bientôt.